Chers amis de Paix et Guerre, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la première d'une nouvelle émission de notre chaîne qui va s'appeler Les Entretiens géopolitiquement incorrects, tout un programme. Et pour cette première, j'ai l'honneur et la joie de recevoir Alain Juillet, qui est un ami, mais qui est aussi l'une des rares personnalités françaises dont le parcours et le tempérament lui ont permis d'être et de demeurer, en dépit de hautes responsabilités ou grâce à elle parfois, à la fois un homme de conviction, de grand franc-parler, ce qui est merveilleux, mais aussi un homme de mesure, de subtilité, loin des postures manichéennes, idéologiques qui font tant de mal, à vrai dire, à notre pays et qui sévissent quand même chez beaucoup de responsables de toute nature. Donc, cher Alain. Alors, je suis très impressionné parce que je ne sais pas si là, après tout ça... Mais si, c'est vrai. Mais si, vous pouvez tout dire ici. Tout dire ici, c'est le programme. D'accord. Sans tabou, cœur ouvert, esprit ouvert, tout. Bon, on ne vous présente plus, hein, mais tout de même, je vais quand même dire quelques mots pour ceux de nos auditeurs français, il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais étrangers peut-être plus, puisque je vous rappelle que l'émission est sous-titrée non seulement en français, mais en arabe, en chinois, en russe, en allemand, en espagnol. Bref, voilà, on essaie de pouvoir parler au maximum de gens, et il y en a peut-être qui ne vous connaissent pas ou de trop loin. Donc, en quelques mots, bon, votre formation, elle est très complète parce qu'elle est à la fois juridique, de lettres, militaire, commerciale, sans parler de l'IHEDN, la seule chose que nous ayons en commun. Vous êtes, pour moi, avant toute chose, et c'est pour ça que je suis très très heureuse que vous m'ayez fait l'amitié de venir pour cette première, vous êtes pour moi avant tout un grand serviteur de l'État, comme officier parachutiste évidemment, mais comme directeur du renseignement à la DGSE, comme haut responsable chargé de l'intelligence économique au SGDSN pendant quand même quelques années, 6 ans si ma mémoire est bonne. Oui, 7 ans, oui. 7 ans, 7 ans. Mais aussi comme dirigeant et redresseur, non pas de tort, mais d'entreprise. Bon, voilà, Suchard, l'Union laitière de Normandie, Ricard, bien sûr. Bon. Vous avez été, et je ne sais pas si vous l'êtes encore, président du club des directeurs. Non, alors ils m'ont mis président, ils ont eu la gentillesse de mettre président d'honneur, je ne suis plus président. Bon, directeur de sécurité des entreprises. Mais je continue quand même à avoir un œil comme président d'honneur sur ces activités de sécurité. Voilà. Directeur de la revue, président de la revue Sécurité et Stratégie, et président aussi toujours, je crois, de l'Académie de l'intelligence économique. J'ai passé la main à Philippe Clerc, qui est un vieil ami, que je connais bien. Et ils m'ont mis aussi président d'honneur. Je cumule les présidents d'honneur. C'est la suite de l'histoire. C'est l'honorariat, mais c'est très bien. C'est très bien. Et puis surtout, vous animez aussi, en plus de tout ça et de plein d'autres choses dont on ne peut pas parler, Open Box TV, et notamment une émission vraiment de géopolitique, d'analyse aussi, et de géostratégie. Où j'ai eu l'honneur de vous recevoir. Où j'étais très heureuse de venir. Voilà. Donc, vous avez en gros un spectre de compétences et d'expériences extrêmement large dans des postes d'observation, d'action, pragmatique, lucide, humaniste et éminemment humain. J'essaye. Les deux. Bref, c'est tout ce que j'aime, quoi. Voilà. Et donc, j'ai pensé que, voilà, c'était vous le premier. Alors. Voilà. Et j'ai souhaité, pour cette première édition de Géopolitiquement Incorrect, que l'on traite d'un sujet qui est lourd, quand même, et qui est très, très important à mes yeux, qui est celui de notre politique étrangère, de son État, et de ce qui peut aussi lui arriver. Voilà. Alors, pour introduire ma première question, mais ceux qui m'écoutent le savent, moi je la trouve complètement illisible, voire introuvable. Je trouve que nous n'existons plus, ou très mal, sur la scène du monde, tel qu'il évolue.
nous suscitons la gêne, le ridicule, ou au pire même, le mépris, l'indifférence. Enfin bon, on ne parvient plus à se faire entendre, on ne parvient plus à être utile, surtout au monde. Mais vous allez me donner votre avis là-dessus. Pourquoi ? À mon avis, parce qu'on pratique un tel double standard, un tel cynisme, un tel moralisme en même temps, et puis surtout on est complètement alignés, donc c'est quand même très compliqué, tout ça nous a un peu tués. Et donc aujourd'hui, si on regarde, on en est réduit à participer en Ukraine à un affrontement sans issue, et meurtrier, et très dangereux, y compris pour nous. À voir l'Afrique se détourner de nous sans un battement de cils, et au Moyen-Orient à cautionner des situations qui quand même, à mon avis, deviennent humainement assez insupportables, et à regarder impuissant la dévastation humaine et le désastre politique se poursuivre, avec tous les dangers associés. Alors, après cette introduction sinistre, ma première question, c'est qu'en pensez-vous ? Qu'en est-il pour vous ? Est-ce que je suis trop sévère dans mon diagnostic ? Je ne veux pas plomber l'ambiance non plus. Vous qui connaissez tous ces théâtres depuis des décennies, qui les avez vus évoluer, qui avez vu les bons, les moins bons moments, comment est-ce que vous jugez en fait notre politique étrangère actuelle sur ces trois fronts déjà, Ukraine, Moyen-Orient, Afrique, mais aussi vis-à-vis de la Chine, parce que la Chine c'est un sacré sujet. Voilà ma première question. Alors, je suis malheureusement d'ailleurs, mais je suis d'accord avec vous sur le fait que je pense que d'abord, pour les pays étrangers, c'est extrêmement difficile de comprendre quelle est la stratégie française. Et pour une raison très simple, c'est qu'il n'y en a pas. Je suis frappé par les changements de pied dans tous les sens. Encore récemment, notre président qui dit d'un côté il faut être contre la Russie, je vais envoyer des troupes en Ukraine et vous allez voir ce que vous allez voir, on va écraser la Russie. Bon. Et qui ensuite, il y a quelques jours, donc, dit attention, la paix approche. Alors moi j'étais content d'entendre ça, parce que depuis le temps que je le dis et que je me fais traiter d'affreux, la paix approche et il va falloir qu'on redéfinisse nos positions en Europe et en particulier nos relations avec la Russie. Alors là, les bras m'en tombent. On a été le plus agressif, après avoir essayé, avoir loupé un rendez-vous à Moscou, on a essayé d'être les plus anti-russes qu'on pouvait être en Europe, pour aller dans le sens de l'histoire, comme on dit. Et maintenant, on commence à dire, ah oui, mais comme évidemment la paix est en train de devenir une évidence pour tout le monde, une nécessité pour tout le monde, alors on dit, ah ben non, mais maintenant on va changer de politique. Mais non, c'est pas comme ça la politique. Et la stratégie, c'est pas ça, et la stratégie internationale encore moins. Alors, pour aller un peu plus loin, si vous voulez, par rapport à ce que vous disiez, moi, je pense que, je crois qu'on ne le dira jamais assez, le drame de la France, au point de vue politique international, il vient de la décision de Nicolas Sarkozy de rejoindre l'OTAN. Le commandement militaire. Parce que jusque-là, quand vous regardez les présidents de la République qui se sont succédés, ils avaient, dans un certain nombre de domaines, une certaine indépendance. Héritée de De Gaulle, mais ils avaient une certaine indépendance et on le voyait sur l'Afrique, on voyait sur les prises de position. Regardez Chirac avec la guerre en Irak, il a le culot de refuser aux Américains la guerre en Irak. Aujourd'hui, étant dans l'OTAN, c'est inconcevable. À l'époque, ça a fait de nous le pays qui était le mieux vu de tout le Proche et Moyen-Orient. On avait une cote extraordinaire. Regardez nos prises de position en Afrique à l'époque. Là aussi, on faisait la politique que nous voulions. Et moi, je vois quand et regardez Raffarin avec la Chine, parce que Dieu sait si maintenant tout le monde dit il est trop copain avec les Chinois. Et oui, mais on va s'apercevoir qu'avec la montée en puissance de la Chine, première puissance mondiale, d'avoir un homme politique français qui a de bonnes relations avec la Chine, c'est peut-être pas si mal que ça, parce qu'on va en avoir besoin, et puis sacrément besoin. Vous voyez ? Et tout ça, en définitive, ça a été bloqué, parce que le jour où on a dit on rentre dans l'OTAN, alors c'est alignement. Donc, premier problème. Mais pour les gens qui sont dans l'OTAN et les autres, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'on est rentré dans l'OTAN, donc on a continué à vouloir jouer un jeu à nous. Par exemple, souvenez-vous, le président de la République, avant d'arriver d'ailleurs, et puis depuis, donc depuis 2 mandats, nous dit il faut une armée européenne. Là, en contradiction totale avec l'OTAN. Comment vous pouvez être dans l'OTAN et dire il faut une armée européenne ? Alors,
bien sûr, par des contournements, on vous dit non, mais parce que vous comprenez, il faut que l'Europe, elle soit plus forte. Peut-être. Mais quand on voit la politique des Américains et de ceux qui sont les têtes de l'OTAN, ben on se rend compte qu'en disant ça, on ne fait que s'affaiblir. Oui, parce que c'est une posture. La première solution pour être une armée européenne, il fallait que la France soit indépendante sur le plan militaire, donc être comme on était après De Gaulle, c'est-à-dire on était alliés proches de l'OTAN. On faisait des manœuvres avec l'OTAN pour être capable de travailler ensemble, mais on n'était pas OTAN. Et vous voyez, je pense que depuis cette époque-là, quand vous regardez les présidents successifs que nous avons eus, donc le président Sarkozy, le président Hollande et le président Macron, on voit qu'ils se sont fait prendre dans un ensemble. On ne peut pas comprendre ce qui s'est passé en Syrie, si on oublie qu'on était effectivement avec les Américains qui nous ont dit qu'il faut y aller. Après, ils nous ont laissé tomber, bon, ça c'est autre chose. On peut pas, dans tous les coins, si vous voulez, du monde, on voit que chaque fois, on est dans une mauvaise position. Alors ça, c'est donc le deuxième élément. Le troisième, pour les raisons pour lesquelles on peut considérer qu'on n'est pas bien, il faut bien le dire, c'est que la diplomatie, mais comme l'art militaire, comme de diriger une entreprise, ça prend. Si vous voulez, la spontanéité, c'est pas vrai. L'intuition géniale, même Napoléon, il était génial, mais il avait fait des études sérieuses. C'était un militaire qui avait une grande culture et qui passait son temps, en plus, à lire, à s'instruire. Bon. Donc, il faut avoir une vraie connaissance. Alors, nous, en France, on est déjà brouillé au niveau de la stratégie, on a une image totalement brouillée, puisque on est en définitive, actuellement on est bien avec personne, il faut dire la vérité, on est bien avec personne. On s'est mis tout le monde à dos d'une manière ou d'une autre, mais en plus, ceux qui devraient porter la parole, c'est-à-dire les diplomates, on les a détruits, puisqu'on n'a rien trouvé de mieux que de casser les écoles qui forment les diplomates, en pensant que, et c'est pas du tout péjoratif, j'ai le plus grand respect pour pour les infirmières, pour le chef comptable ou pour le cadre qui dessine des fusées, qui fait du dessin industriel. Bon, ils sont peut-être remarquables, ils sont souvent remarquables dans leur métier, mais faire de la diplomatie, non, c'est autre chose. Alors on le voit. Parce qu'on voit, qu'on n'a plus aucune image, on n'est pas pris au sérieux, si vous voulez. Et on est face à des grandes figures de diplomates. Alors j'allais vous dire qu'en plus, nous, au moment où on détruit, on a fait partir nos diplomates, on les remplace par un peu tout le monde, eh bien, dans le même temps, on s'aperçoit que les autres, et ça me frappe, et on pourra en reparler peut-être sur l'Europe, c'est très frappant, c'est qu'on a en face de nous des diplomates confirmés. Blinken, l'Américain, il est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, donc secrétaire d'État aux États-Unis, mais il a derrière lui une longue carrière dans la diplomatie. Le Russe Lavrov, il est dans la diplomatie depuis toujours, donc il connaît tout, il a tout vu, il a vécu toutes les crises depuis 20 ans. Et il est ministre depuis 15 ans. Mais exactement, c'est ça. Donc si vous voulez, ce sont des gens qui ont une expérience et qui savent, dès qu'il y a le moindre problème, ils savent le mettre en relation avec d'autres problèmes et comprendre, alors que nous, les nôtres, quelle que soit leur intelligence, ils sont incapables de mettre tout d'un parce qu'ils ne savent pas. Si vous voulez, ce que je disais, l'intuition ne remplace pas l'expertise et la connaissance. Or là, il faut bien reconnaître que nous n'existons plus. Oui, et puis il n'y a plus de vision. Oui, exactement, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de vision, et on n'a pas les gens capables de l'expliquer, et aussi d'aller chercher l'information. Parce que là, je vais aussi vous dire une chose, c'est que, peut-être vous étonner, mais on parlait tout à l'heure au passé, mais moi je suis très frappé de voir comment il y a eu des erreurs de choix au niveau de la politique française qui ne peuvent s'expliquer, au niveau de la politique internationale française, qui ne peuvent s'expliquer que parce que le président, parce qu'il est un homme intelligent, a eu de mauvaises informations. Alors, du côté des diplomates, ça ne m'étonne pas, on a remplacé les diplomates par des gens qui ne connaissaient pas. Mais il restait les services, et je me pose des questions un certain nombre de fois en me disant, mais est-ce que les services, véritablement, fonctionnent comme ils devraient pour fournir les bonnes informations? Vous voyez, donc, et je n'ai pas la réponse, parce que je ne suis pas à côté, mais indiscutablement, on est trop souvent à côté de la plaque pour que ce soit la malchance.
Tout à fait. Et je me demande, parce que les services, ils n'agissent pas seuls, ils agissent sur des orientations de recherche Mais qu'on bien leur sûr, donne, sur un plan, enfin, ça se prépare. C'est aussi le bien politique qui sûr. donne des Et grandes et il faut regarder impulsions. ce qu'ils vous disent. Voilà. Hein. Voilà. Et c'est ça aussi le problème. C'est Oui, qu'à mais alors partir là, du vous savez une moment- autre chose, si je peux me permettre. Il y a Ouais. une autre chose, c'est que un bon service de renseignement, et il y en a eu plein de loupés, il y a eu plein de loupés ces dernières années chez les uns ou chez les autres. Un bon service de renseignement, c'est un service de renseignement qui est neutre. C'est-à-dire Tout à fait. qu'il prend les événements tels qu'ils sont, factuels, et il n'introduit pas dans l'analyse des événements de l'idéologie. De biais. Oui. Il y a plein de biais. Il n'introduit pas du parti pris. Il doit rester neutre pour que l'analyse soit neutre. C'est au patron, qui lui connaît les autres éléments, de faire un choix en disant, bon ben, je sais ce que j'ai, je sais ce qu'ils font, voilà la stratégie que je vais appliquer. Tout à fait. Hein. Mais si on vous donne des éléments qui sont biaisés, parce que stratégiquement parlant, ils sont biaisés par une idéologie, par des a priori, ben évidemment, vous ne pouvez pas comprendre. Ou par le refus de s'intéresser à certains Oui, acteurs. exactement. Oui, À exactement. nos alliés. La Il y a négation des de certaines points choses. aveugles. Quoi. Il y a Voilà, des... la négation de certaines Ouais. choses, on ne veut pas regarder. Hein. Ouais. Et après, ben, évidemment, moi je vois cette affaire, regardez l'affaire de l'Azerbaïdjan, où on a découvert que des groupes ils ont financé, je dirais, des associations pour mettre la pagaille, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, parce que c'est la guerre, ils ont fait la guerre, des actes de guerre en Nouvelle-Calédonie. Bon, alors on dit les affreux Azerbaïdjanais. Alors pourquoi ils ont fait ça? Alors est-ce que c'est parce que brutalement les Azerbaïdjanais s'intéressent au tiers-monde? Bien sûr que non, ils s'y sont jamais intéressés, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont s'y intéresser. La réalité, elle est très simple. C'est que le patron, le président de l'Azerbaïdjan, qui n'est pas un tendre, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, a été ulcéré que les Français, que le président français et son équipe interviennent et fassent des commentaires dans l'affaire de l'Arménie et présentent en France l'affaire de l'Arménie. Or, l'affaire de l'Arménie, quand on regarde l'histoire, et je ne vais pas défendre ni les uns ni les autres, hein, mais quand on voit l'histoire, une fois de plus, méconnaissance de l'histoire, vous allez voir, l'affaire de l'Arménie, les Arméniens étaient proches des Russes, étaient dans l'orbite russe. Bon. Les Américains, dans le cadre de la déstabilisation des pays d'Europe du Nord, hein, et de l'Asie centrale, pour déstabiliser la Russie, bien sûr, par contre-coup, hein, essaient de récupérer, c'est le moins qu'on puisse dire, font des manœuvres militaires avec les Arméniens. Évidemment, furie des Russes, qui disent, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire, hein, oui, vous êtes avec nous, on vous aide, et voilà que vous allez avec les Occidentaux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les Russes disent aux Arméniens, eh ben, attendez, on vous a toujours protégés, y compris dans le Haut-Karabakh, car c'était l'armée russe hein, qui contrôlait toutes les routes et tout dans le Haut-Karabakh, on vous a toujours protégé de vos voisins turcs et azerbaïdjanais. Maintenant, puisque vous êtes avec les Américains, demandez aux Américains de le faire. C'est-à-dire qu'eux, ils s'en lavent les mains. Et qu'est-ce que fait l'Azerbaïdjanais? Il va se précipiter. Pourquoi? Alors on dit c'est un scandale, il a envahi le Haut-Karabakh. Et c'est vrai que du point de vue arménien, c'est horrible. Mais il ne faut pas oublier qu'au moment en 90, au moment de la chute du mur de Berlin, hein, il ne faut pas oublier que l'Arménie a envahi le Haut-Karabakh en Azerbaïdjan en profitant de la chute du mur de Berlin, a envahi cette partie-là en disant elle est à nous. Donc si vous voulez... Et elle ne l'est pas. Mais elle ne l'est pas vraiment. Non, elle n'est pas elle plus ne l'est d'un pas côté que de légalement. l'autre, d'ailleurs. Elle Non, n'est mais pas elle ne l'est pas légalement. légalement. Quand on parle aujourd'hui de frontières, qu'il faut respecter les frontières, hein, puisque c'est un peu un dogme discutable, parce qu'on ne le respecte pas, mais enfin, dans le dogme de respecter les frontières, eh ben, l'Azerbaïdjan avait bel et bien la frontière qui incluait le Haut-Karabakh. Et ce sont les Arméniens, en disant historiquement, il y a des siècles et des siècles, on était là, ils ont envahi. Donc les autres, ben, quand ils ont eu la possibilité de contrer ça, puisque les Russes ne les protégeaient plus et que les Américains ont laissé faire, ben, ils ont reconquis le Haut-Karabakh. Alors, et nous, nous, parce qu'on a des Arméniens en France, on a dit, ah ben on va montrer qu'on est avec le peuple arménien, donc on va défendre l'Arménie. Mais si vous remarquez, on a été les seuls à faire ce genre de déclaration. Parce que tous les diplomates savaient l'histoire qu'on vient de raconter.
Je suis entièrement d'accord. Voilà, voilà une démonstration de méconnaissance qui amène à des bêtises. Et d'une politique à la petite semaine. Parce que le résultat, c'est que l'Azerbaïdjan, il a aidé, pour le moins aidé, et conseillé des gens qui ont vraiment massacré littéralement un tiers de l'économie calédonienne. C'est pas rien. C'est un véritable acte de guerre qu'on n'en a jamais connu en France. Jamais. Avoir la destruction d'un tiers de l'outil industriel et commercial d'un pays, jamais on l'a eu dans un département, jamais. Donc on est bel et bien là. Mais souvent, dans ces cas-là, au lieu de dire c'est la faute des autres, là j'ai lu pour l'Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan s'il est manipulé par les Russes. Mais non, les Russes ils s'en foutent de la Nouvelle-Calédonie, les seuls qui sont intéressés c'est les Chinois. Oui, absolument. D'abord. Mais oui, si vous voulez. Notre improvisation nous rend très vulnérables. Mais exactement. C'est ça, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de... Voilà, il faut se reprendre et on perd pied de partout. Je ne sais pas si on parlera de l'Europe, mais sur l'Europe, on est en train de perdre pied aussi, partout. Oui. Écoutez, alors vous avez répondu dans la première question à une grande part de celle que j'avais dit. Très bien, mais c'est parfait. Certaines choses. Non, mais on va continuer parce que ma deuxième question, c'était quels sont les moteurs principaux de notre impuissance. Donc là, vous en avez déjà parlé. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut. Vous savez, dans tout d'ailleurs, il faut un objectif et une stratégie. Un objectif, c'est là, on va dire voilà notre objectif. Voilà la stratégie pour l'atteindre, voilà les grands axes par lesquels on va l'atteindre, et c'est ça qui crée l'espérance chez les peuples. Un peuple ne fonctionne qu'au moment où il a une espérance vers le futur, qui se dit mon futur il n'est pas triste, il n'est pas nul, on va s'en sortir, on va progresser, parce que je sais où on va. Je sais où on va, c'est-à-dire on lui a donné l'objectif et il l'a compris. Et il adhère, si vous voulez. Bon, ça c'est clair, mais quand vous n'avez pas d'objectif, regardez, est-ce que quelqu'un est capable de me dire aujourd'hui quelle est la stratégie de la France en Afrique envers les États-Unis, envers la Chine ou envers la Russie? Bien sûr que non, personne n'en sait rien. Ah non, puis alors nous, on a la défausse européenne surtout. Oui, on a ce truc, et là on peut parler d'Europe effectivement, c'est-à-dire que pour nous, le bon format c'est l'Europe, le bon niveau c'est l'Europe. D'ailleurs notre ministère des Affaires étrangères s'appelle le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, c'est assez clair. Et en fait, on se refuse à une définition d'une voie diplomatique singulière. Exactement. Tout simplement. Et à partir de ce moment-là, on est coincé. On a eu je crois qu'on peut le dire, parce que ça, c'est tous les journaux étrangers en ont parlé, l'ont expliqué en long en large. Le président Macron, quand il a commencé son premier mandat, avait la conviction qu'il était le futur président de l'Europe, qu'il apportait à l'Europe une vision, une dimension et tout. Et de ce fait-là, quand vous regardez, alors l'Europe était systématiquement prioritaire chez nous. Comme je dis toujours, les lois européennes, dans chaque pays, le Parlement, l'administration doit les adapter. On a toujours été le meilleur élève de la classe. Nous, on en fait encore plus. Voilà, on en fait encore plus que ce que nous demande la loi européenne, évidemment, avec le mécontentement de tous les gens qui, eux, le subissent et qui ne sont pas contents. On surtranspose. Voilà, c'est vrai. Donc, du coup, d'ailleurs, ça fait que les gens en Europe, les Français ne comprennent mal l'Europe et sont souvent contre l'Europe, non pas parce que l'Europe, c'est un concept qui n'a pas d'avenir, mais c'est parce qu'ils voient l'Europe comme le preneur de mauvaises décisions permanentes qui les pénalisent. En gros, c'est ça. Bon. Alors, mais quand vous regardez l'Europe, on nous a dit, vous en faites pas, nous sommes plus européens que tout le monde, nous allons être le leader de l'Europe. Alors après, vous regardez, et puis vous apercevez déjà que l'Europe, elle est en plusieurs morceaux, c'est le moins qu'on puisse dire. Et que les objectifs des gens sont totalement différents. Quand vous prenez l'Allemagne avait une politique d'être leader de l'Europe en nous écrasant tous, ils ne sont pas gênés pour le faire et pour nous étrangler, par tous les moyens, sans aucun scrupule, dans le cadre d'un couple où on sait qui était le mâle dominant. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut dire. Oui, il faut le dire. Mais donc, on a eu ça, mais regardez l'Europe du Nord avec l'initiative des Trois Mers. Ils sont en train, avec un objectif, c'est nous voulons absolument nous défendre contre la Russie, parce
on a été vassal et écrasé pendant 40 ans, on n'a pas envie que ça recommence. Et comme on n'a pas confiance en les Européens, on travaille avec les Américains. Bon, drôle de concept de l'Europe. Mais pourtant, c'est vrai. Et ils représentent 14 pays sur 28, hein, l'initiative. Oui, c'est vrai, c'est vrai. La moitié de l'Europe est dans l'initiative du Nord, qui a une vision du monde, de l'Europe totalement différente des autres, dans lequel l'OTAN est prioritaire, bien oui. Sûr. Et pour cause. Mais l'OTAN américain. Hein. Mais c'est pour ça que l'idée de souveraineté stratégique européenne, d'autonomie, tout ça est une vaste supercherie. Et pour moi, c'est un cache-sexe, un cache-misère. Oui, exactement. Cache-misère. Et alors, en plus de ça, si vous voulez, alors vous avez les pays du Sud, chacun a ses problèmes, chacun essaie de s'en sortir comme il peut. Hein. Mélanie, elle est en train de réussir sur l'immigration. Les Espagnols, ils sont avec leur politique très particulière, qui n'est pas si mauvaise, y compris avec le Maroc en particulier, parce qu'ils ont bien joué avec le Maroc, ce n'est pas notre cas. Il y a ces blocs en Europe, hein, le bloc du Nord, le bloc central en perdition avec l'Allemagne depuis que tout a explosé, hein, la production avec les Chinois, la défense, ils prennent des coups, et puis l'énergie, parce que les Russes ne leur en fournissent plus. L'Allemagne est en crise. Et nous, en définitive, avec une Allemagne en crise, on aurait pu prendre le leadership de l'Europe, puisqu'on était l'autre partie du couple majeur. Or, qu'est-ce qui se passe ? Il faudrait que la femme prenne son indépendance. Voilà. Déjà, ose l'ouvrir. Oui, ose parler, déjà. Regardez, il y a une chose qui me frappe, c'est Bruxelles. Le constat de cette perte de notre image et de notre force, de notre puissance, c'est triste à dire, comme vous disiez, alors qu'on parle d'un ministère de l'Europe et de Bruxelles, je plains M. Barnier, le Premier ministre, parce que quand vous regardez à Bruxelles, parmi les 3 vice-présidents de Mme von der Leyen, il y avait Thierry Breton qui dirigeait 3 directions importantes. 3. Il est remplacé, un tour de passe-passe entre von der Leyen et le président Macron, il est remplacé par M. Séjourné, qui a certes été le chef du parti Renew, donc du parti un peu avec les macroniens et les gens comme eux, à Bruxelles, mais qui est connu là-bas pour ne pas parler anglais, comme un peu gênant quand vous êtes à l'international, hein, et qui n'a pas brillé particulièrement comme ministre des Affaires étrangères. Donc on voit bien que on a remplacé quelqu'un avec ses défauts et ses qualités. Hein. Thierry Breton, c'est pas non plus un ange, hein, mais qui avait une puissance très importante, tellement fort qu'il était un contre-pouvoir à von der Leyen. C'est pour ça qu'elle souhaitait s'en séparer, bien entendu. Mais on se retrouve après, on passe de 3 directions. Séjourné ne contrôle qu'une seule direction. Donc on a affaibli déjà notre poste 3 fois, 1/3 de ce qu'on avait avant. Et pire encore, on nous confie les droits de l'homme. Okay. Ah, ça c'est important, et je suis d'accord. Oui, mais dans le même temps, à qui on donne le nucléaire, alors qu'on vient de se battre depuis 4 ans, contre les Allemands qui étaient acharnés contre le nucléaire français pour nous imposer le gaz. Enfin, on le sait, maintenant, tout le monde le sait, il y a eu des études là-dessus, démontrées et tout. Eh bien, là, qui a été nommé comme patron pour contrôler le nucléaire en Europe ? Un Allemand qui est anti-nucléaire, anti-français. Je vais vous dire, donc ça veut dire qu'on va avoir un combat permanent pour essayer de maintenir le nucléaire parmi les énergies renouvelables, hein, et du moins non carbonées. Hein, on va avoir un type qui va être contre nous tout le temps pour essayer de nous imposer la solution du gaz sur la solution allemande. Mais attendez. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que même la priorité qui a été instituée de soi-disant, de toujours avantager l'idée européenne, le niveau européen, en fait, non seulement ne nous rapporte rien, mais même nous sommes affaiblis. Nous sommes affaiblis. Voilà, très considérablement. Alors c'est là il faut se poser des questions, comme en disant, mais comment se fait-il que dans l'Europe, on puisse en être arrivé là ? Et on se dit, si on est arrivé là, c'est qu'on n'a pas été bon. Qu'est-ce que je vous dise ? C'est-à-dire que comme on nie, à mon avis, comme on ne veut pas comprendre que la puissance et l'influence ne viennent pas de la fusion, du mélange impossible des nations européennes. Une Europe des nations pourrait faire qu'il y aurait des positions fortes des uns et des autres et des coopérations. C'est ce que disait De Gaulle. Et vous savez, je relisais le discours de Séguin l'autre jour, je dirais que c'est le discours de Séguin,
Je rappelle quand même que pour Maastricht, on avait fait un référendum et qu'il y a été, vous vous souvenez qu'après, les Français l'avaient rejeté. Et que justement Nicolas Sarkozy, dans un tour de passe-passe, a dit non mais attendez, on va faire autrement, puisque les Français n'en veulent pas, on le fait voter à l'Assemblée nationale dans la majorité, tour de passe-passe et c'est réglé. Ce qui, sur le plan démocratique, est totalement antidémocratique. Et que nous payons très cher aujourd'hui. Ouais. Oui, oui. C'est la servitude. Mais c'est une servitude que nous avons provoquée. Oui, absolument. Vous voyez, on l'a provoquée. Moi, je fais partie de ceux qui disent qu'on n'a pas le droit de critiquer les autres. Il ne faut pas critiquer les Allemands. Ils jouent leur jeu, ils le jouent bien, je salue les artistes. Et ainsi de suite. Quand un pays... vous voyez, chaque fois on voit en France, on vous dit « Ah, mais ceux-là sont nuls, ils ne sont pas bons. » et tout. Peut-être, mais quand je vois les résultats, en général... Oui, tout est relatif. Exactement. Tout est relatif. Non, mais ça, c'est parce qu'on s'imagine qu'on peut encore avoir une position de surplomb sur tout, mais on ne l'a pas. On l'a plus. Voilà, on l'a plus. En réalité, c'est triste à dire, parce que ça fait mal au cœur, mais... on est devenu une puissance moyenne. Alors, il n'y a pas que nous, parce que de toute manière, même les États-Unis, leur leadership est maintenant carrément contesté par la Chine, et bientôt par l'Inde. Par de plus en plus de pays. Le processus de changement est en marche, mais seulement il y a deux choses. Soit on est capable de réfléchir, de se refaire une stratégie, on revient à la stratégie, on est capable de reconstruire une stratégie avec ces nouveaux paramètres et dire là-dedans on va exploiter les possibilités, ou alors on continue comme aujourd'hui à agiter les bras, mais n'agiter les bras n'a jamais fait une politique. Oui. Et dans ce cadre, alors tout à fait, je suis entièrement d'accord, dans cette espèce de pointage là, des facteurs d'impuissance, évidemment, on peut penser aussi à, j'allais dire, l'infiltration, le noyautage et le dénoyautage d'ailleurs, le noyautage de nos élites, de nos entreprises, de nos médias, de nos intellectuels, de nos universitaires, de nos diplomates, de nos militaires d'ailleurs, enfin, de tout. Oui, mais parce qu'on est sorti de la démocratie. Oui. Il faut bien voir les choses. La démocratie en France, elle n'existe plus. Nous sommes dans ce qu'on appelle la plutocratie. La plutocratie, c'est un régime qui est contrôlé par des élites financières ou autres, mais des élites qui contrôlent complètement le système à leur profit. Et ça date de quand pour vous, ce passage? C'est là où glissement. Le glissement. Alors je pense qu'il a pris il y a un certain temps en définitive, mais parce qu'avant, à l'époque du président Mitterrand, on était dans une démocratie qui n'était pas populaire parce que c'était une élite, une élite, mais je dirais une espèce de démocratie sociale, je dirais, plus ou moins sociale, parce que c'était pas vraiment. Enfin bon. Mais après, on voit que progressivement. Mais je pense que ça a commencé probablement sous Chirac qui a laissé faire, mais après ça a carrément basculé. Les grandes fortunes, les grands opérateurs, les grands patrons de l'administration ont pris en main le système et le contrôlent complètement. Et d'ailleurs, on le voit bien. Il y a une chose qui m'a amusé, c'est l'école alsacienne, si vous voulez. Bon, l'histoire de l'école alsacienne, il y en a un certain nombre qui en sortent. Alors, on a attaqué la malheureuse madame, l'ancienne ministre des Sports, Oudéa, parce qu'elle avait eu... Mais attendez, son mari était le patron de la Société Générale, elle, c'était une énarque distinguée. Bon, on met les gosses de l'aristocratie de ce pays actuel, on les met dans les meilleures écoles. Bon, l'école alsacienne, c'est vrai que c'est une bonne école. D'ailleurs, si Attal a été là-bas, c'est pas pour rien. Et ses parents, qui ne sont pas parmi les plus pauvres de France, l'ont mis là-bas justement parce que ça lui permettait d'avoir une image et une force. Et c'est pas, moi, je ne critique pas, je dis simplement, c'est un système, la plutocratie, c'est un système qui verrouille au profit d'une caste, en définitive. Et cette caste, évidemment, elle n'a qu'une idée en tête, c'est empêcher que les autres puissent s'exprimer. Mais alors, vous voyez ça comme un processus de prise en main nationale ou comme un processus de moi, je pense que c'est un problème qui s'est passé en Europe. Et qui vient, en Europe, on a eu ça en Europe. On a eu ça. Il n'y a pas qu'en France. Il y a eu en Europe une dérive, si vous voulez, générale. Alors,
Bien sûr, il y a ceux qui vous disent c'est Davos, c'est les idées de Davos, c'est ça. Non, je crois que Davos, comme Bilderberg, comme tous ceux qu'on cite régulièrement, un peu comme la cause, c'est pas ça. Eux, ce qu'ils disaient, c'est nous allons faire une mondialisation systématique parce que ça va développer les échanges et que les échanges permettront, ben évidemment, ça permettra de faire beaucoup de choses, de rendre les gens plus riches. Enfin, les plus riches, ceux qui rêvaient les vrais. Le problème qu'ils n'avaient pas dit, c'est qu'en même temps, ça rendrait les pauvres plus pauvres. Et c'est ça que maintenant, dans toute l'Europe, les gens sont en train de se raconter. Si on a une réaction aussi forte dans les pays d'Europe, avec les montées de ce qu'on appelle l'extrême droite en Allemagne, en France et ailleurs, parce qu'il n'y a pas, il y a beaucoup de pays, en Italie, enfin partout, et en Espagne, c'est passé toujours, mais partout. S'il y a cette montée, c'est parce que les gens ont conscience qu'ils n'ont plus la parole. Et qu'on leur tape dessus, on les pressure, on les oblige, et ils n'ont plus la parole, ils ne peuvent pas s'exprimer. Ou en tout cas, s'ils s'expriment, on ne les écoute pas. Alors évidemment, ça donne toutes les possibilités ensuite d'expression violente. Ça encourage la violence dans tous les sens. Et d'un autre côté, cette plutocratie ne veut pas mettre trop d'ordre, parce que si elle sait très bien qu'elle risque effectivement, vu ses motifs pour le faire, elle risque d'avoir une explosion. Donc elle n'ose pas le faire. Donc on est dans un système très tordu en définitive. Mais c'est intéressant parce que quand on reprend les philosophes grecs, quand on prend tous ceux qui ont travaillé sur les organisations des sociétés, on s'aperçoit que on est dans une dérive qu'on a laissé faire et maintenant on est à un point où il va falloir réfléchir autrement. Oui, et là, vous faites le lien entre finalement notre déclassement stratégique, enfin notre affaissement. Oui, c'est un ensemble. De notre renoncement à l'idée même de souveraineté, finalement. Si vous voulez, quand vous avez... Et le délitement des sociétés. Absolument. Et aussi leur durcissement, enfin la crise de la représentativité, on va dire. Absolument, parce que vous avez, quand vous regardez l'histoire de la pensée, ce qu'on appelle la pensée unique en France, à savoir que vous devez, alors là, renforcé par le wokisme venu des États-Unis, qui heureusement est en train de disparaître aux États-Unis, mais comme nous, il y a toujours 10 ans d'écart, on va le subir encore 10 ans avant que ça disparaisse. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est, en définitive, le fait que vous devez forcément, si vous voulez être considéré dans la société, reconnu, apprécié, vous devez penser comme les autres. C'est le propre de la plutocratie, il n'y a plus de démocratie. Dans une démocratie, chacun a le droit d'exprimer ses idées, et le règne, justement, c'est celui du consensus. Dans une plutocratie, il ne peut pas y avoir de consensus, puisqu'il y a ceux qui pensent bien et les autres qui sont achetés aux chiens. Alors, et on le voit bien. Non, mais c'est vrai. Alors, et c'est à quoi on assiste, si vous voulez. Et quand vous voyez les partis politiques qui s'opposent aujourd'hui en étant incapables de s'entendre, c'est parce qu'il n'y a plus de démocratie, justement. Moi, je voyais, et c'est pas du tout, bon, pour moi, c'est vraiment pas, le personnage ne m'intéresse pas, mais quand je vois quelqu'un qui me dit mais moi je ne serre pas la main ou je ne parle pas à celui-là parce qu'il ne pense pas comme moi, on est en plein dans la pensée unique. Mais ça, c'est la dictature. Et ce qu'on appelle, alors ce que certains appellent la dictature fasciste, communiste, comme vous voudrez, mais c'est une dictature dans laquelle vous n'avez plus le droit de penser parce que automatiquement on vous rejette puisque vous n'êtes pas dans la pensée convenue. Dramatique. Mais c'est une preuve que nous ne sommes plus en démocratie. Donc si vous voulez, les gens qui font ça ne se rendent pas compte qu'en définitive, c'est une démonstration aux yeux du monde que nous ne sommes plus en démocratie. Et alors quand on regarde ce que vous disiez, qui dirige et comment c'est piloté, nous sommes dans une autre société qui s'appelle la plutocratie, qui a été décrite par les meilleurs penseurs et dont chacun sait que ça se termine toujours très mal. Mais oui, parce que c'est ça. Si encore ça produisait de l'influence ou de la puissance, ça ne peut que mal se terminer. Et alors là, on n'a pas le temps d'en parler, mais il faudrait reprendre. Mais on sait qu'il y a le processus, inéluctablement, amène. Si vous voulez, l'absence de liberté, l'absence de discussion amène toujours à une dictature. Paradoxalement, pour retrouver la démocratie, il faut une dictature. Après, une dictature qui peut être éclairée à ce moment-là, pas une dictature, mais c'est toujours comme ça. Donc c'est un retour à la souveraineté, à l'autorité, à une notion aussi d'hierarchie, à une notion... Et regardez... La fin du relativisme total. Regardez aujourd'hui, en Europe,
on parle de droite et de gauche, mais c'est totalement ridicule. La droite et la gauche, c'est complètement dépassé. Il faut être en France encore pour parler de la droite et la gauche. En réalité, vous avez les mondialistes et les souverainistes. Oui. C'est deux concepts différents. L'Europe des nations, cher à Gérard de Gaulle, hein, et puis l'Europe fédérative que souhaitaient certains. Et on voit bien aujourd'hui qu'entre ces deux blocs, eh bien, il y a une coupure totale entre souverainistes et mondialistes, une coupure totale, et que personne n'arrive à résoudre le problème, parce qu'ils ne se comprennent pas et ils ne veulent pas se comprendre. Ils ne veulent pas se comprendre. Ils ne veulent pas se comprendre. Oui, mais alors on va faire quoi là? Parce que c'est ça veut dire que c'est pour ça qu'il y a une montée des extrêmes. Les extrêmes viennent quand on n'a pas la possibilité. Il ne faut jamais oublier que les extrêmes, d'un côté comme de l'autre, d'abord, ils basculent d'un côté comme de l'autre avec grande facilité, il ne faut pas l'oublier, hein, parce que ils sont aux extrêmes et qui sont profondément mécontents. Ils trouvent des raisons, souvent à cause des injustices, à cause de tout ce qui se passe, ils ne sont pas contents. Pour ramener la sérénité, pour ramener la balle au centre, comme on dit dans le sport, hein, il faut commencer par introduire la notion de démocratie, de consensus et d'échange. À partir du moment où je peux échanger avec l'autre, il a le droit de me dire ses idées et réciproquement, on peut avancer. Et au niveau mondial, c'est exactement pareil. Je reviens quand même, puisque nous sommes là pour parler du monde. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Désolé, parce qu'on est parti dans tous les sens. Mais ça montre les liens entre les problématiques. La Chine est en train, indiscutablement, quoi qu'on en dise et quoi qu'on fasse, avec son système politique, avec son droit, l'empire chinois, parce que le Jinping, c'est le dernier empereur de Chine, il continue comme ont été ses prédécesseurs. Bon, l'empire de Chine est en train de revenir, avec en plus la volonté de se venger par rapport aux Occidentaux qui lui ont amené l'opium et qui ont pourri leur pays il y a 200 ans. Ils reviennent, c'est le retour, comme on dit, c'est dans les films, c'est le retour. Ils reviennent. Bon. D'un autre côté, on a les Américains qui, eux, sont en train de dégringoler parce qu'effectivement, ils ont dominé le monde, mais avec tous les moyens, par la force. Par la force, ils ont dominé le monde et aujourd'hui, ils ont des difficultés parce que ça passe de moins en moins. Il y a toute une série de pays dans le monde, et pas les moindres, les fameux BRICS plus et les autres, qui ne veulent plus entendre parler des Américains et qui ont envie d'autre chose, qui veulent justement la multipolarisation au détriment de la mondialisation. Un retour d'une forme de démocratie à l'échelle mondiale. Exactement. Et même de l'ancienne ONU, de ce qu'ont été les principes. Et tout ça. Donc il y a une évolution sur tous ces pays-là. Alors la Chine, les États-Unis, et nous, on est au milieu. Et alors nous, on doit... Alors les Chinois, il faut les rejeter. Oh là là, c'est affreux. Alors les Américains, alors là, actuellement, il y a une vague pro-américaine, bon, c'est clair, mais je pense qu'on en reviendra aussi, parce qu'on va s'apercevoir, quand Trump va arriver, l'amour qu'on éprouve pour l'Amérique de Biden, enfin chez certains, pas tout le monde, mais quand même. Mais cette tendance, si Trump arrive, vous allez voir qu'à ce moment-là, une bonne partie des gens qui vivent l'Amérique vont être anti-américains. Parce qu'il ne supporte pas Trump, qui lui a une vision de l'Amérique qui n'a rien à voir avec les autres, parce qu'il dit l'Amérique, c'est nous, on va faire notre politique dans nos intérêts, les autres, on n'en a rien à faire. Et justement, ça va nous demander un retournement acrobatique. C'est même plus le retournement de veste, là, c'est... on va devoir faire une figure de triple salto arrière pour arriver à rester dans le cadre Et vous voyez, on peut regretter, on revient à la stratégie. Moi, mon grand regret sur le plan stratégique, parce que je relisais Julie Seguin tout à l'heure et je repense à ça, parce que la grande idée qu'il y avait à l'époque, et que dans le fond le peuple consciemment, inconsciemment approuvait, c'était de dire on va faire une Europe des nations, mais une Europe forte avec un certain nombre d'accords, qui va être un pôle entre le pôle américain et le pôle chinois, et qui, selon sa position, fera pencher la balance d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que nous ne sommes plus vassals des Américains et on n'est pas vassal des Chinois. Nous avons gagné, à part l'Europe, notre indépendance. Extraordinaire. C'était une vision fantastique. Oui, mais on en est très loin. Regardez où on en est aujourd'hui. Très très loin. C'est à pleurer, mais c'est à pleurer. On est un proxy, proxy. Non, mais on a perdu toute possibilité. Et que pensez-vous de ce qui peut advenir de ce qui nous reste comme atout résiduel de puissance, comme je dis, c'est-à-dire notre siège au Conseil de sécurité, le membre permanent, et même notre force de frappe,
Parce que quand même, on a périodiquement des sortes d'alertes. Alors, je crois que la seule chose qui nous reste, paradoxalement d'ailleurs, je pense que la seule chose qui nous reste, qui quand même représente quelque chose, c'est la force de frappe. Mais soyons sérieux, quand on l'a eu, il y avait 4 pays dans le monde qui l'avaient. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas 4 pays. La Corée du Nord là, le Pakistan là, l'Iran va l'avoir, l'Inde là, l'Arabie Saoudite a dit qu'elle se mettrait d'accord avec l'Iran pour l'avoir. Oui, parce qu'il faut voir tout ce qu'il y a comme discussion de tous les côtés. Bon, dans tous les coins du monde, les grandes puissances disent mais nous aussi on veut l'avoir. Donc ça veut dire que la puissance atomique, qui est la nôtre, la capacité de dissuasion nucléaire, elle va peu à peu s'étioler dans le temps. Oui, elle va se démonétiser. Alors, exactement, elle va être démonétisée parce qu'il y en aura de plus en plus. À 4, vous représentez un poids, vous êtes au Conseil de sécurité. À 15, il y en a 14 autres qui disent « et nous ». Donc ça veut dire que de ce côté-là, il faut aussi qu'on y réfléchisse. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'arrêter, au contraire, c'est notre dernier instrument de puissance. C'est le dernier qui nous reste. Alors donc, protégeons-le, continuons, ayons ce qu'il nous faut, le matériel, tout ce qu'il nous faut. Bien sûr, c'est une évidence. Mais soyons réalistes. C'est pas ça qui va nous sauver au Conseil de sécurité. Parce que si c'est d'avoir la bombe, je ne vois pas pourquoi le Pakistan ne l'aurait pas, pourquoi Israël ne va pas vous dire mais moi j'ai le droit aussi, et de la Corée du Nord aussi. Oui. Ah oui, mais attendez, tous Israël, ceux qui l'ont vont dire voilà, bien sûr. C'est un secret plus Israël, c'est nous qui leur avons donné, alors en plus. Donc, oui. Donc si on essaie de faire un peu de politique fiction, d'abord, là, il y a un nouveau ministre qui vient d'être nommé, de l'Europe et des Affaires étrangères. Qu'est-ce qu'il lui faudrait faire si on devait le conseiller? Pour vous, quels seraient les premiers grands axes? Si on était dans une phase de compréhension subite qu'il faut qu'on bâtisse, ce qui se parce passe. qu'elle n'existe pas. Et oui, c'est ça. Il faut qu'on bâtisse une vision stratégique européenne, réaliste. Européenne. Attendez, je dis bien européenne, réaliste. Moi, je dis européenne parce qu'on a, avec Michel Barnier, on a quelqu'un qui connaît bien l'Europe. Et donc, je pense que lui est parfaitement capable, il a été aux Affaires étrangères, il a été partout, il est parfaitement capable d'imaginer de manière assez objective quelque chose en Europe. Mais, tout de suite, je vais mettre un mais. Ce n'est pas lui le chef sur la politique étrangère, le chef, c'est le président de la République. Et le président de la République, jusqu'à maintenant, a toujours pris des positions différentes de celles du Quai d'Orsay et son Premier ministre. Donc, je suis quand même légitimement inquiet sur la capacité du Premier ministre de pouvoir le faire. Et pourtant, je pense que si déjà on faisait ça et qu'on affirmait une politique européenne claire, on redonnerait à nos alliés autour en Europe l'impression qu'on est redevenu sérieux. Et quels pourraient être nos alliés dans ce je pense retour au sérieux en Europe? Alors c'est vrai qu'on s'est mis à dos tout le monde. On s'est mis à dos Mélanie en la traitant de rigolote. Les Allemands, on ne peut pas dire que le couple franco-allemand ça fonctionne. L'Espagne, nos relations ne sont pas bonnes. Enfin bon, je cherche. Mais je crois quand même que l'intérêt des pays aussi fait qu'un certain nombre de pays ne seraient pas mécontents de nous voir reprendre un peu de poids, ne serait-ce que pour un peu rééquilibrer cette Europe qui est aujourd'hui explosée. Sans que pour autant nous laisser prendre le pouvoir. Ça, c'est fini, ça, on est bien d'accord. Ça, je pense que c'est fini. Mais je pense parce que les gens se cherchent. En Europe, moi je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se cherchent. Bon, quand je vois Orban, les déclarations d'Orban ou les déclarations d'autres, il n'y a pas que lui, dans les pays du nord de l'Europe, et qui disent il faut qu'on construise une politique européenne ouverte vers les pays du tiers-monde, qu'on arrête de s'obstiner à regarder que les États-Unis et la Chine. C'est une folie. Et ils ont raison. Bien sûr. Au mois d'octobre, là, on a la réunion des BRICS. À Kazan. BRICS plus. Ça va être terrible. On va prendre les gens qui sont... là, on va prendre une leçon de réalité. On va prendre une leçon de réalité, et avec des gens qui vont nous faire le nombre. Ouais. Alors, les PIB, le nombre, la population, les énergies et tout, et on va s'apercevoir qu'ils sont majoritaires dans toutes les facettes. Le G7 n'existe plus comme puissance. On ne peut plus imposer aux autres quoi que ce soit, ils sont plus forts que nous. Bon, il va quand même falloir peut-être qu'on le prenne en compte dans notre stratégie. Tout à fait. Moi, je suis partisane de s'ouvrir complètement vers l'Eurasie. Mais exactement. là, on a un os majeur qu'on nous a
bien mis là, bien dans le milieu, Exactement. bien lourd, bien difficile à ronger, à rogner, encore moins à casser, encore plus à casser, c'est la Russie et c'est l'Ukraine. Alors, Et là, c'est encore autre quelle est chose. votre idée? Ouais. Alors sur l'Ukraine, si vous voulez, moi, je rappelle toujours, parce que ça m'a valu de me faire insulter à l'époque, 2 mois après le début de la guerre en Ukraine, sans rentrer dans qui a fait, pourquoi il y a eu la guerre et tout. Mais déjà, 2 mois après le début de la guerre en Ukraine, à Antalya, en Turquie, près d'Istanbul, les Russes et les Ukrainiens ont négocié la paix en Ukraine. Oui, bien sûr. 2 mois après. Et comme vous savez, aux meilleures conditions qu'ils auront. quelles étaient les conditions? C'est là où il faut le dire, c'est incroyable. Oui. Les Russes, ils s'étaient mis d'accord avec les Ukrainiens, vous donnez une autonomie réelle, avec autorisation de parler la langue russe, autonomie réelle aux provinces du Donbass et interdiction pour l'OTAN d'être sur place. Par contre, si vous voulez rentrer dans l'Europe et tout ça, c'est votre problème, mais interdiction que l'OTAN soit en Ukraine. C'était ça l'accord. Ouais. Et on sait, parce que alors là, le Daily Mirror, le Washington Post, et maintenant le chef d'état-major de l'armée allemande, il y a une semaine, a sorti ça, a raconté toute l'histoire dans un article. Donc il n'y a plus de doute maintenant sur... Parce que Dieu sait si à l'époque, quand on disait ça, on se fait traiter de complotiste, de pro-russe, enfin bref, les trucs classiques, quoi. Hein. Quand tu veux tuer ton chien, tu l'accuses de la rage, c'est bien connu. Hein, mais eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Johnson est venu... Boris Johnson en personne, himself, comme diraient les Américains, hein, il est venu en personne voir Zelensky pour dire « vous signez pas parce qu'on va gagner la guerre ». 2 ans après, regardez le résultat. Les morts, les blessés, le pays dramatique. Et personne n'a été gagnant. Nous, l'Europe ruinée, avec les sanctions, on s'est complètement ruiné. La Russie qui a basculé sur la Chine et qui s'en sort parce qu'elle a basculé sur la Chine. Les seuls contents, c'est les Américains, et l'Allemagne morte, en vrac. Les Américains qui disent d'où maintenant, ça y est, on vend le pétrole, on vend l'armement. Le deep state américain, il est heureux, lui. Hein. Ah, c'est une des plus belles opérations qui a été faites des 50 dernières années. Hein. Il a pris sous contrôle l'Europe, il vend l'armement à tous les pays européens dans le cadre de l'OTAN. Et le pétrole, une bonne partie du pétrole et du gaz vient maintenant de chez eux. Et vous savez certainement, ils vendent le pétrole, nous vendent le pétrole et le gaz plus cher qu'ils le vendent à leur propre société usine aux États-Unis. Donc on est vraiment, on a tout perdu. Eh oui. Alors, qu'est-ce que pourrait faire il faut faire la paix. Un ministre des Affaires étrangères bien inspiré, avec un président qui comprend que le vent a sérieusement tourné? Ah ouais, mais je crois qu'il faut regarder les choses. Alors, bon, sur le plan de l'Ukraine, moi j'ai la conviction, contrairement à ce que certains nous racontent ou veulent nous faire croire, que la négociation, elle ne se fera pas avec les Européens, elle se fera entre les Américains, Moscou, les Russes, les Chinois qui s'en mêlent beaucoup actuellement. Je trouve qu'ils ont sorti un plan en 6 points qui a été signé par un certain nombre de pays des BRICS, donc c'est pas négligeable. Hein. Le Brésil vient de signer la proposition en disant ouais, c'est une bonne proposition. Donc il y a les Chinois d'un côté et qui peuvent faire pression sur les Russes, puisque maintenant les Russes sont venus avec eux. On a les Américains, je crois que c'est comme ça que ça va se passer. Nous, on va compter les points, et après, on comptera les ruines dans nos pays. On va surtout compter les ruines, oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Et là, voilà. Donc, mais je ne crois pas que dans l'affaire ukrainienne, les Européens aient la moindre chance de pouvoir faire quoi que ce soit. Et Mme von der Leyen, de toute manière, elle ne fera rien. Elle est une va-t-en-guerre, mais elle fait son job, elle est là pour ça. Hein. Mais ce n'est pas ça qui va faire que l'Europe négociera. L'Europe, elle assistera. Oui, elle assiste et elle est même plus va-t-en-guerre, mais sur ordre américain, puisque là, les Américains font un petit pas en arrière quand même sur la question des missiles pour l'instant. En tout cas, je ne sais pas comment vous voyez les choses. Moi, j'espère que ça ne va pas repartir dans l'autre sens. Mais là, on est passé assez près d'une bêtise énorme. Vous avez vu, les Allemands ont annoncé 50% de diminution de fournitures aux Ukrainiens. Or, les Allemands ont envoyé de l'argent, par contre, et des moyens. Bon. Les Américains, on sait très bien que ce soit l'un ou l'autre, ils vont réduire les budgets dès que l'élection, c'est clair. Hein. Alors, si c'est Trump, fait la coupure. Kamala Harris, elle dit quand même qu'il faut peut-être regarder quand même qu'il y a peut-être d'autres priorités. Donc, de toute manière, on s'achemine à une réduction. Alors, bon.
Alors on vous dit c'est l'Europe qui va payer. C'est l'Allemagne qui va payer, elle a plus un rond, elle a réduit de 50%, et nous, on va payer, nous? Comment voulez-vous qu'on fasse? Je ne sais pas, Alors on vous dit, on fait de la dette. on va prendre sur les continue. avoirs russes qui ont Oui, été bien gelés. sûr. Alors, je rappelle quand même que sur le plan légal, C'est illégal. c'est totalement illégal. C'est totalement illégal. Donc si jamais Ça- la paix se fait, et elle va se faire de toute manière, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que faire la paix entre les deux parties, qu'est-ce qui se passera après? Moi je peux vous le dire, hein, les Russes à la Cour pénale internationale porteront plainte pour détournement et vol des actifs russes. Et on perdra. Et on aura des années à payer. Ça nous pend au nez, hein. On nous pend au nez. Donc, il y a une espèce de cécité collective sur le futur, et on est woke, hein, on est dans le présent, et puis le présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, on est au jour le jour. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on peut gagner dans quoi que ce soit. Oui, parce qu'on croit que justement, enfin, on ne voit plus que les choses qu'à court terme, effectivement. Oui. Et on veut plier le réel à nos utopies. Exactement. Et on s'imagine qu'on va encore y arriver, on se raconte des cracks. Vous savez, on se raconte des histoires. Moi, je vois sur l'Afrique, regardez, vous l'évoquiez tout à l'heure, l'Afrique. Bon. C'est effarant de voir comment on a tordu l'histoire de l'Afrique, hein, en particulier, pour dire, si on a été chassé, c'est de la faute des autres. Alors, c'est la faute des militaires, bien sûr, locaux, mais c'est la faute des Russes qui sont arrivés. Alors là, Wagner, il est partout. Ce qu'on oublie, c'est que Wagner n'existe pratiquement plus aujourd'hui. C'est d'autres sociétés militaires privées qui le remplacent. Bon, mais enfin, ça, c'est autre chose. Mais, quand vous regardez, mais l'Afrique, c'est pas ça qui s'est passé. L'Afrique, c'est pas ça du tout. C'est que on nous a demandé d'aider, dans le cadre des accords d'assistance militaire, on a demandé d'aider des pays africains qui étaient attaqués par des groupes djihadistes. On nous a demandé d'intervenir pour arrêter le truc. D'accord, accord d'assistance normal. Et ça, c'était les premières opérations qu'on a faites. On les a faites parfaitement bien. Rien à dire. On est arrivé, on a arrêté les colonnes, on a fait ce qu'il fallait, et puis on s'est replié. Parfait. On était une armée de libération, de contribution à la libération des pays. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après, on s'est mis à mettre des gens partout, on a fait de l'occupation. Une armée d'occupation, c'est pas du tout vécu de la même manière qu'une armée de libération. Et qui ne produit plus forcément de la sécurité non plus. Mais oui. Voilà. Bon. Et en plus, on n'a pas voulu comprendre quelque chose. Et ça, c'est un autre problème, si vous voulez, qu'on peut évoquer, parce que dans ce qu'on disait tout à l'heure, les Occidentaux ont dominé le monde depuis le traité de Tordesillas, ou si vous voulez, pour simplifier, depuis 1492, les Occidentaux sont répartis le monde. Et en conquérant le monde par la force, hein, en conquérant le monde, on a imposé aux autres d'autres valeurs, et nos valeurs, on a dit qu'elles étaient universelles, puisqu'elles étaient pratiquées partout. Mais ce n'était pas les valeurs des autres. Le Chinois ou l'Africain, ce n'est pas nos valeurs qui sont les bonnes. La démocratie à l'européenne n'a aucune valeur en Afrique, aucune valeur en Amérique du Sud, n'a aucune valeur, parce que ce sont des pays différents, avec des cultures différentes, une histoire différente, une religion différente, tout est différent. Alors, nous, en voulant imposer nos systèmes, la fameuse démocratie à l'occidentale, quand on a fait dans les pays francophones, les pays francophones d'Afrique, bon, on a dit, voilà, il faut un système avec un président élu régulièrement et tout ça. Mais dans des pays où ce sont des clans, des ethnies, des tribus, où les gens sont à vie le patron d'un clan ou autre, où dans le système de clans, le chef redistribue la manne à tous les gens de son clan. Eh oui. Donc, à partir de ce moment-là, le système démocratique ne marche pas. Non. Alors, on a fermé les yeux quand c'était Houphouët-Boigny, quand c'était Senghor et tous les autres, parce que il y avait le clan qui dominait, ils parlaient le français merveilleusement bien, ils étaient sympas et tout, alors on a fermé les yeux. Mais ça ne fonctionnait pas du tout en démocratie. Il y avait un parti qui contrôlait tout. Le clan, la tribu qui contrôlait tout. Alors, bon, c'est les Babilikés, les machins, peu importe. Bon. Aujourd'hui, on leur dit, c'est scandaleux, comment vous n'appliquez pas la démocratie? Mais chez nous, c'est pas ça. Donc, en définitive, ce qui se passe aujourd'hui, et même dans l'affaire des capitaines qui prennent le pouvoir un peu partout,
Le problème, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à imaginer une forme de démocratie à l'africaine. Et ça, il faut qu'ils l'imaginent, qu'ils la construisent et qu'ils la mettent en place. Ça ne se fera pas en un jour. Et nous, là-dedans, on est mal placés pour en parler parce que nous, on a vicié leur approche en voulant imposer nos méthodes. Oui, exactement. Et oui. Exactement. On est encore, nous, dans nos raisonnements, dans un colonialisme absolument terrible, total. Hein? Et on n'a pas compris. Pour moi, la plus belle manifestation du colonialisme, c'est le droit d'ingérence. Hein. C'est ben monstrueux, oui. Le droit d'ingérence. Oui, vous vous rendez compte qu'un pays ose dire « je vais intervenir dans l'autre parce que vous faites des choses que je n'accepte pas dans mon propre pays ». Et de quel droit, hein, on va aller intervenir ailleurs parce qu'il n'y a que chez nous qu'on a raison. Enfin, non, mais c'est ce qui fait le lit du succès et de l'attractivité folle des modèles proposés par Moscou, par Pékin et autour de tout le groupe des BRICS. C'est que précisément, ils disent non. Voilà. Chaque fois qu'on ouvre la bouche, on perd des positions. C'est dramatique. Et vous avez raison, il faut lire les textes des BRICS. Oui. Et on très intéressant, c'est toujours les mêmes principes. Toujours. Multipolarité, égalité, non-ingérence, souveraineté, reconnaissance des frontières. Enfin, c'est toujours la même chose. Accord équitable, développement équitable. Et ils sont partout. Et ils le disent. Alors là, oui, c'est des valeurs communes parce que tous ces pays-là sont d'accord sur ces valeurs-là. Sur d'autres que nous considérons comme universelles et imprescindibles, ça ne marche pas parce que c'est les nôtres. Par contre, il y a un certain nombre de valeurs, vous les retrouvez effectivement dans les accords des choses. Et là, on dit oui, ils sont tous d'accord là-dessus. C'est là qu'il faut regarder. Mais ça a des relents de charte des Nations Unies. Parce que tout ça, c'est aussi parce que l'Occident, après la fin de la guerre froide, s'est assis sur la charte des Nations Unies quand même. Et a commencé à la bafouer, l'argamanus, sans trop se préoccuper, à vrai dire, des conséquences. Soyons honnêtes, regardez depuis 1945, évidemment, ça fait pas mal d'années. Mais on n'a pas évolué. Le Conseil de sécurité ne reprend absolument pas les puissances mondiales. L'OMC, il a été dit par tous les BRICS d'ailleurs que l'OMC c'était un système qui favorisait les Occidentaux. Et entre parenthèses, Lamy, qui est la référence de l'OMC, monsieur Pascal Lamy, il l'a reconnu. En disant l'OMC est morte, il faut tout repenser parce que ça ne marche plus avec tous les pays qui sont arrivés et qui veulent aussi avoir une part du gâteau. Bon, oui. Hein. Le FMI, on impose le dollar. Ça aussi, c'est très important. La fin du dollar, enfin, le début de fin du dollar, ça va prendre du temps. Mais le fait que ça y est, pour les énergies, on peut payer autrement qu'en dollars. Hein. L'Arabie Saoudite, en Arabie, les Émiratis, les Russes, ça y est, c'est parti partout. Bon. Mais ça va être. Les conséquences sont colossales. Mais pourquoi ça arrive? C'est parce que le FMI a exagéré en imposant un système et en faisant varier les taux en fonction de la politique américaine. Oui, puis en plus, il y a tout le mouvement aussi d'extraterritorialité et de sanctions qui ont fait que le dollar est devenu un instrument de coercition de moins en moins supportable. On avait les lois extraterritoriales, vous aviez quelque chose grâce au dollar, on vous assassine. Vous aviez le fait de la Fed américaine qui fait monter ou descendre le cours du dollar pour favoriser l'économie américaine au détriment des autres, alors que c'est tout le monde entier qui paye, puisque le déficit américain est payé par le monde, puisque le dollar est la monnaie de référence mondiale. Donc c'est une... Bon, c'est énorme. Après, on s'étonne, on dit, quand même, ils exagèrent. Eh ben non. À un certain moment, on dit, ça suffit. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que je trouve ça passionnant, moi. C'est tout à fait passionnant. Face à ça, parce que ce que nous décodons, d'autres gens le décodent dans tous les pays du monde, tout le monde le sait. Enfin, qu'à lire tous les livres le montrent, enfin ceux qui ne sont pas dans la bien-pensance absolue, ils reconnaissent. Bon, alors à partir de là, il faut tout repenser. Pour moi, il faut donc la politique internationale, il faut la repenser complètement, mais avec des gens qui la comprennent, qui la connaissent. Vous savez, moi je me souviens, j'étais frappé, je ne dirais pas le président, un président assez proche quand même de la République, qui fut assez proche, qui ne savait pas, qui n'était jamais sorti hors de certains pays d'Europe dans sa vie. Donc qui a découvert l'Afrique, qui a découvert l'Amérique, qui a découvert... évidemment, quand vous êtes à ce niveau-là
et que vous n'êtes pas, vous ne connaissez pas tout ça, vous n'avez pas une Oui, il n'y a pas formation de qui bain. prépare à Oui, ça, oui, oui, ben, non, vous mais êtes une c'est sûr. victime. Vous êtes la Vous êtes chèvre de très- M. Seguin. C'est ça. Hein, c'est vrai. C'est ça, c'est la chef Ah de ouais. Monsieur Seguin. Si on a encore 2 minutes, Oui, 2 volontiers. minutes, et puis Mais je ça parle va beaucoup, mais clore. c'est le plaisir d'être avec J'adore, vous. j'adore. C'est le plaisir d'être Ça va, avec vous. mais moi aussi, plaisir très partagé. Dernière question peut-être, parce que c'est aussi un sujet très brûlant et très tragique, c'est le Moyen-Orient. Ah oui. Que pensez-vous, au stade où nous en sommes là, à la fois de la situation sur place et de notre diplomatie aujourd'hui, de ce que l'on pourrait faire? Est-ce que l'on peut faire quelque chose? Est-ce que l'on peut Alors, nous, non. contribuer à quelque Alors là, nous, on chose? n'existe pas. Hein. Bon, Ouais. c'est pas un coup de téléphone Non. ailleurs. Nous, on n'existe pas. Non, là, je crois qu'on est dans une logique infernale où probablement il n'y a que 2 pays dans le monde qui peuvent arrêter ça. Parce qu'on a Netanyahou qui, lui, sachant que quand ça s'arrête, il part en prison. Il part en prison, pas seulement pour corruption. Hein. Il faut savoir que en Israël, chez les militaires et les civils, il y a toute une série de responsables qui demandent une commission d'enquête du Parlement de la Knesset pour comprendre pourquoi, alors que les Israéliens avaient été prévenus de l'attaque, on a toutes les preuves, hein, ils ont été prévenus de l'attaque, 2 fois par les Égyptiens, dont une fois personnellement par le maréchal Sissi, avant l'attaque, hein, plus les informations qui remontaient du Mossad et du Shin Bet, pourquoi le gouvernement n'a pas mis en alerte tout le monde à ce moment-là? Là, c'est une vraie question, question énorme. Hein. Bah oui. Et je peux vous dire que Question lourde. rien que pour celle-là, tous disent on le prend et on le mettra en prison. Parce que quand on y réfléchit un petit peu, on peut supposer tout ce que ça représente. Et du coup, la réaction a été terrible parce qu'on dit aussi qu'il y a quand même pas mal des victimes du 7 octobre. Qui ne sont pas forcément du côté roi. Voilà. Tout à fait. C'est Mais non, assez... mais oui, mais parce que justement, parce qu'ils n'étaient pas préparés, Non. ils n'étaient Donc, pas il y a eu une prévenus, panique, il y et a eu qu'ensuite une- la réaction israélienne a été extrêmement brutale, hein, ce qui est compréhensible, Oui. parce qu'ils ont eu une alerte, Bien sûr. ils foncent. Hein. Bon. Et puis après, tout ce qui s'est passé, bien sûr. Donc vous avez Netanyahou qui, d'un côté, sait qu'il va aller en prison pour corruption, et d'un autre côté, il sait qu'il va être rattrapé par la patrouille sur l'histoire du 7 octobre. Conclusion, lui, son seul moyen de sortie, c'est que plus ça dure. j'augmente la guerre, si j'arrive à faire d'une guerre locale, une guerre nationale, puis une guerre internationale au niveau du Proche-Orient, je me maintiens parce qu'on ne change pas un chef en période de guerre. Donc lui, son intérêt, c'est la guerre totale. Et on le voit. Sur Gaza, bon, ça se termine, il ne peut plus faire grand-chose. Hein. Alors, bien, il y a eu la Cisjordanie, ils ont été très forts, mais là, quand même, tout le monde a dit arrêtez, c'est un scandale, c'est une honte. Hein, parce que ce qui s'est passé, les pogroms de Palestiniens par des colons israéliens, c'est tellement grave. D'ailleurs que le Parlement, enfin le Congrès américain, a condamné les Israéliens. C'est dire, quand on connaît l'esprit de protection des Américains face aux Israéliens, ils font vraiment qu'ils se dépassaient les bornes, il faut le dire. Bon, hein. Et maintenant, on continue en disant bon, on va se faire le Hezbollah et demain autre chose. Ce qui me frappe, alors malgré tout, mais je pense que là il y a des pressions très fortes internationales, c'est que l'Iran pratiquement ne réagit pas, le Hezbollah réagit très peu, hein. Les pays autour ne bougent pas. En réalité, je pense que les Russes, les Chinois et même les Américains par derrière disent ne réagissez pas, sinon c'est l'embrasement. Oui, sinon c'est en définitive, c'est ça. Donc là, on est face à un individu, un chef d'État extrêmement dangereux. Pour moi, c'est ça le problème. Et pour son propre peuple aussi. Alors, je vais vous dire, quand je dis ça, il y a l'aspect très court terme. L'aspect très court terme, c'est pourvu qu'il ne puisse pas arriver à déclencher malgré tout une guerre régionale. Un embrasement régional, ça serait catastrophique. Bon, ça c'est le premier point. Mais le deuxième, et là je vais vous dire une chose, et personnellement j'ai beaucoup d'amis en Israël, hein, parce que je travaillais avec eux à une certaine époque de ma vie, donc je connais bien. Et ça me fait très peur. Donc, quand on regarde les réactions mondiales, en dehors de l'Europe, hein, en dehors des alliés des États-Unis, et l'Europe en plus qui, avec Israël, compte tenu de son passé, on a des relations particulières. Mais
quand on voit le reste du monde est devenu anti-israélien. Oui. Bon. Alors, pour le moment, ça ne bouge pas. Pourquoi? Parce que les Américains protègent Israël. Mais je disais tout à l'heure, l'Amérique est en train de perdre pied peu à peu. Elle ne sera plus leader du monde en 2050 et en 2075, elle sera passée largement par l'Inde. Elle sera, d'après toutes les prévisions, elle sera troisième puissance. Quand elle sera troisième puissance du monde, comment ils pourront assurer la sécurité d'un Israël détesté par la moitié du monde? C'est ça qui m'inquiète. C'est que j'ai peur que dans cette affaire-là, au-delà de l'affaire, qui s'arrêtera sous une forme ou sous une autre dans les mois, ou les semaines, les mois ou les années à venir, mais derrière, ce qui me fait très peur, moi, c'est la suite de l'histoire. C'est que vous savez, quand vous allez trop loin, les enfants de Gaza, moi je peux vous dire, on peut tuer tous leurs pères et leurs mères parce qu'ils sont du Hamas. Tous les enfants qui sont nés sont maintenant des Hamas. Bien sûr, c'est la règle. Mais parfois, on se demande si c'est pas fait exprès, c'est-à-dire c'est une manière Donc, si de vous voulez, nourrir l'esprit de vengeance. C'est dommage parce que, dans cette affaire-là, leur premier problème, c'est qu'ils n'auraient pas... Pourquoi ils n'ont pas mis en alerte? Bon, ça c'est vrai. Ensuite, moi je suis un ancien militaire, donc je vais vous dire, sur le plan de la guerre elle-même, une guerre n'est jamais belle, une guerre est toujours atroce. Il faut arrêter de croire que la guerre se fait en dentelle, c'est pas vrai. La guerre, c'est une horreur. C'est pour ça que les militaires n'aiment pas la guerre, d'ailleurs. Ils la font, mais ils n'aiment pas la guerre. Et dans ce qui se passe, il y a bien sûr qu'il y a eu plein d'horreurs, il y a eu plein de choses. Il y a eu des crimes de guerre, des deux côtés d'ailleurs, il y a eu de tout. Bon, il ne faut pas s'en réjouir, c'est une horreur. Non, c'est une horreur. Mais à un moment, il faut savoir dire stop, on arrête. Oui, puis on est au-delà de toute proportionnalité, malgré tout. Mais justement, c'est pour ça. Parce que à un moment, la loi du talion, c'est pas le Hamas, la loi du talion, c'est un pour un. Oui, donc, c'est un pour un, la loi du talion. Ouais. Bon, alors là, on est loin de ça. Donc, il y a un moment, il va falloir effectivement... alors, je reviens à la question de départ. Qui peut arriver à stopper Netanyahou? Alors moi, je vois que deux personnes sont capables de le faire. Pas Kamala Harris, c'est clair. Trump, s'il est élu, parce que lui, il est capable, il est copain avec Netanyahou, mais il est capable de taper le poing sur la table suffisamment fort en disant ça suffit. Alors, ça sera peut-être au détriment d'autres, mais il peut arrêter l'escalade. Ou les Chinois, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un mois, les Chinois ont reçu tous les patrons du Hamas, du Hezbollah et tout, à Pékin. Vous avez vu? Et pour négocier, pour voir, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Donc, pourquoi pas? Il est possible aussi que les Chinois, après tout, qui sont aussi dans le coin, ils sont dans une logique de montrer aussi leur influence en termes de médiation, de force. Or, ils ont une pression terrible sur l'Iran, puisqu'ils ont un accord extraordinaire au niveau douanier avec l'Iran. Donc, ils tiennent l'Iran. Je pense dire que c'est eux qui tiennent l'Iran dans ce qui se passe, plus que les Américains. Ils tiennent l'Iran. Et je crois que c'est pour ça que je vous dis, la solution n'arrivera que par les très très grandes puissances, les États-Unis, qui imposeront à Netanyahou, je ne dis pas Israël, parce qu'Israël, on le voit bien avec les manifestations et tout, la plupart des gens, pareil, ils sont exploités par une plutocratie. C'est exactement pareil. Puis en plus, la question des otages, là... Regardez, quand on voit les otages, bon, quand même... par pertes et profits, là, entre guillemets. Enfin, moi, je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment le cœur de la préoccupation ils réelle. Mais attendez, les otages, ils sont... Donc, oui, c'est aussi, bien sûr, c'est aussi les mêmes mécanismes. Vous savez, moi, je crois qu'on toujours, vous savez, quand on fait du renseignement, il y a des signes. Bon, il y avait un signe très fort qui avait été au début de la guerre à Gaza, c'est quand 3 otages s'étaient libérés, étaient sortis des décombres torse nu avec un drapeau blanc, quand même, torse nu, donc pour bien montrer qu'ils n'avaient pas de ceinture explosive ou autre, avec un drapeau blanc, otages israéliens, et les 3 avaient été abattus par les snipers israéliens. Et là, on dit, attends, ça veut dire que, drapeau blanc ou pas, ils tirent et ils tuent tout ce qui bouge. C'est la suite de la directive Hannibal. Et là, on se dit, attention, ils sont en train de déraper. Et les otages, on voit que c'est pas leur problème. Dans ces conditions, ce n'est pas le problème. Le problème, c'était effectivement de régler le problème du Hamas. Bon, Hamas qu'ils ont laissé faire, parce que comme vous savez mieux que personne, vous en avez déjà parlé, le Hamas
a été aidé par les L'ennemi Israéliens utile. et par Benjamin Netanyahou pour casser le Fatah de d'Abbas. Pour casser le Fatah sur la Cisjordanie et Gaza. Et pourquoi ? Parce que le Hamas ne voulait pas d'un État indépendant en Cisjordanie, alors que le Fatah était pour l'État indépendant. Donc il valait mieux soutenir le Hamas, parce qu'avec le Hamas, on n'avait pas de problème, il ne demanderait pas d'occuper la Cisjordanie. Oui, mais c'est ça l'histoire. Et pendant des années, l'argent du Qatar est passé par l'aéroport de Tel Aviv pour aller ensuite au Hamas. Alors après, évidemment, on se aperçoit maintenant que le Hamas, il a construit des tunnels, il a fait plein de trucs, et ça, c'était pas prévu. Ou plus exactement, parce que quand même, moi, le Mossad et le Shin Bet, c'est des très grands services, ils savent beaucoup de choses. On le voit là, hein, ils savent des trucs incroyables, ils font des choses incroyables. Hein. Leur affaire du beeper, les trucs, c'est un des plus beaux coups que je connaisse dans l'histoire de l'espionnage. Moi, hein. C'est fantastique. Sanglant. Hein. Ah oui, mais oui, remarquable. C'est remarquable sur le plan technique. Hein. On est d'accord, hein, je ne parle pas sur le plan moral, émotionnel et autres. Hein. Sur le plan technique, c'est tout à fait remarquable. Bon, ils savent énormément de choses. Bien sûr qu'ils savaient tout ça. Ouais. Alors pourquoi on laissait faire ? Pourquoi on a laissé faire ? C'est là où ça pose de vrais problèmes de fond. Et un jour, il va bien falloir alors les historiens auront à travailler là-dessus, mais ça va être passionnant parce qu'on va découvrir, à mon avis, beaucoup de choses qu'on ignorait. Très bien. Eh bien, Alain, je vous remercie infiniment de vous être livré à cet exercice et sur un grand spectre de préoccupations. J'espère que cela aura intéressé notre auditoire, j'en suis certaine. Moi, ça m'a passionné en tout cas de vous écouter. Et voilà, merci infiniment de votre présence. Merci de m'avoir invité, puis je suis très fier, très honoré que ce soit pour la première émission. The first. The one, thank you, merci beaucoup. Et voilà, merci chers amis de nous avoir écoutés. Merci comme d'habitude, de liker, de partager cette émission, de rejoindre le cercle des amis et des fans de Paix et Guerre, si vous le souhaitez, de nous soutenir de plein de façons différentes. Enfin, il y en a au moins 2. Hein. Il y a le cercle et il y a Tipeee, ça c'est certain. Et puis de faire connaître cette chaîne. Mon prochain invité, je ne suis pas encore certaine. Ce sera d'ici quelques temps. Pour l'instant, cette émission sortira très vite. Voilà, donc vous allez... voilà, enfin, au moment où vous la regardez, de toute façon, elle est sortie. Mais enfin, bref, c'est presque du direct. C'est quasi du direct. Oui, c'est quasi du direct. Merci Alain merci Caroline. Et à très vite. Et puis bon vent pour cette nouvelle émission. Voilà. Mais j'espère que ça va plaire. Et moi, ça me plaît aussi, en tout cas beaucoup de le faire. Voilà, et ça me semble utile. Bonsoir à tous et à très vite.